Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Les US et coutumes africains. Le premier chapitre que nous abordons traite des comportements que les Africains ont acquis par l'éducation. Ce continent, à l'instar des autres, a sa propre culture, sa civilisation, son histoire et ses coutumes qui inspirent naturellement la manière d'agir de l'homme africain. Ce chapitre vise à situer l'environnement dans lequel évoluent les entreprises en Afrique. Il explique pourquoi les comportements constituent dans certains cas des facteurs de blocage pour une bonne communication, et dans d'autres cas d'atouts contribuant à la performance du management de l'entreprise. Ces facteurs rejoignent les résultats de l'analyse de plusieurs entreprises opérant en Afrique, dont notamment celle de la cellule de communication de la Société ivoirienne d'électricité. Une chose est en tout cas sûre, aucune communication n'est possible dans un environnement qu'on ne maîtrise pas. Une bonne connaissance des réalités et de la sociologie du milieu s'impose, parce qu'elle permet de bâtir une bonne politique de communication sur les plans internes et externes. Quand l'individu ne se reconnaît pas dans la politique dont il est la cible, on ne peut pas obtenir son adhésion. Par contre, lorsque cette politique prend en compte ses aspirations, ses besoins réels et ses exigences culturelles, non seulement l'individu est l'objet de ce que le professeur Francis Ball appelle une exposition sélective, mais il y a de fortes chances qu'il soit un acteur engagé du succès de cette politique. Il est frein au développement de la communication et du management de l'entreprise. Parmi les facteurs négatifs qui empêchent l'évolution rapide des méthodes de communication et partant de gestion, on peut citer notamment les rivalités régionalistes, tribalistes ou de caste, la culture de la soumission ou le mythe du chef, le poids des forces occultes, marabouts et féticheurs, la chorocratie ou le grand frérisme, la considération relative à l'infériorité de la femme, la notion du temps, la fatalité, le paternalisme, le poids de la civilisation de l'oralité, la notion de pauvreté. 1. Les rivalités régionalistes, tribalistes ou de caste. Il serait intéressant d'aborder ce chapitre par une anecdote. Un jour, il a été demandé à un agent de faire rapidement une note sur instruction de son chef hiérarchique originaire du nord d'un pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. L'agent en question étant originaire du Sud a écouté, a bien pris soin de noter mais ne s'est pas exécuté. Le délai passé, il a été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises mais tous les efforts sont restés vains. Lorsqu'il a été mis dans l'obligation de fournir les raisons de son refus, l'intéressé a tout simplement répondu que le petit chef, originaire du Nord, commençait à le fatiguer avec ses instructions au caractère toujours urgent. Il a ajouté qu'en temps normal, ce dernier ne peut jamais lui donner des ordres, ses parents nordistes ayant été dans le temps les ouvriers agricoles de ses parents à lui. Il a mis l'accent sur le fait que c'est à raison que le chef hiérarchique est passé par quelqu'un d'autre car, qu'il le veuille ou non, ce dernier souffre d'un complexe d'infériorité vis-à-vis de lui. Dans les pays où il existe une rivalité entre le Nord et le Sud, aucun geste de la part des uns et des autres n'est gratuit. Le ressortissant du Sud trouvera toujours les explications historiques à la fois objectives et subjectives, souvent plus subjectives qu'objectives, pour démontrer en quoi il n'y a rien d'étonnant dans le comportement malheureux et les propos de son voisin du Nord et vice-versa. On pourrait continuer à citer d'autres exemples de ce type ainsi que certains se rapportant à des considérations de caste entre nobles, griots, forgerons, dans les pays sahéliens. Il est arrivé d'assister à une scène où un agent arguant de sa noblesse a osé dire clairement et publiquement à son supérieur hiérarchique, griot, qu'il n'avait pas d'ordre à recevoir de lui. Malgré les menaces de ce dernier, l'agent a refusé de présenter ses excuses et a préféré se faire sanctionner. En réalité, il était convaincu que quelle que soit la nature des rapports existants entre eux, le griot ne devrait jamais lui imposer quoi que ce soit. Même si de tels cas ont tendance à être rares, il est à remarquer que certaines personnes sont malheureusement toujours porteuses de cet état d'esprit. De telles attitudes inhérentes à nos structures sociales peuvent parfois conduire, comme on le constate, à des blocages au niveau des activités dans l'entreprise. Les préjugés tribalistes,
ethniques ou féodaux peuvent non seulement freiner le déroulement normal des activités de l'entreprise mais en plus conduire au blocage des processus de modernisation. Il est donc important de prendre en considération de telles données, afin de bien les gérer. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut jamais nommer un agent de caste ou d'une minorité ethnique responsable d'agents dits nobles, ou appartenant à un groupe ethnique majoritaire. Il s'agit tout simplement de le savoir et d'y veiller afin de prévenir des crises éventuelles. 1.2 à culture de la soumission ou le mythe du chef. En Afrique, le respect du chef est partie intégrante de l'éducation. Ne dit-on pas en Afrique, fatalité oblige, que le chef tient son pouvoir de Dieu ? Dans ces conditions, quel que soit son comportement ou ses agissements, on se doit de l'obéir. Après tout, dira-t-on, il n'est pas là par hasard. Cette culture fortement ancrée dans nos sociétés se retrouve aussi bien dans les communautés villageoises que dans les entreprises. En entreprise, surtout lorsque celle-ci est petite, elle est fortement marquée par le fait que le respect de la hiérarchie fait partie des premières règles de conduite et est considéré comme un élément indispensable pour son bon fonctionnement. Seulement, cette pratique connaît généralement une certaine exagération et aboutit à un excès de soumission. En réalité, chacun y trouve son compte. L'agent qui obéit à une survivance traditionnelle et le chef qui aime bien se voir et se savoir respecter. À ce titre, certains en usent et en abusent et deviennent facilement des dictateurs. Ces genres de considérations ne favorisent guère une bonne gestion et une communication dynamique au sein d'une entreprise. Le mythe du chef est tel que la plupart du temps certains agents répondent oui chef, sans avoir bien compris le message. L'agent est convaincu que le fait de dire qu'il n'a pas compris est signe de non-respect. Or, il est reconnu qu'un message non compris ou mal compris sera forcément mal rendu ou mal exécuté. Ce qui entraîne de facto des conséquences assez graves pour une bonne communication au sein de l'entreprise. Un jour, un agent d'une entreprise, après avoir reçu les instructions du patron, est allé voir un de ses collègues, presque en tremblant, pour lui demander de l'arranger auprès de ce dernier en obtenant des éclaircissements sur les instructions qu'il avait reçues. Cet agent, dont c'était la première fois convocation par le chef d'entreprise, a eu peur de dire qu'il n'avait pas compris le message de ce dernier. En effet, il était inconcevable pour lui de faire redire le message par le chef. Dans la pratique, ce comportement fragilise l'entreprise qui affiche en fait une stabilité de façade, la base étant coupée et déconnectée du sommet. D'un côté un patron omnipotent, omniscient et de l'autre un personnel béni oui exécutant les ordres sans intelligence. 1.3 Le poids des forces occultes, marabouts et féticheurs. Beaucoup d'Africains, quelles que soient leurs croyances religieuses et leur niveau d'instruction, sont convaincus de la capacité des marabouts et féticheurs. On prendra donc le soin de consulter son marabout avant d'entreprendre quoi que ce soit. Qu'il s'agisse d'obtenir un travail, une promotion, un poste ministériel ou présidentiel, qu'il s'agisse de faire gagner son équipe au football ou dans une autre discipline sportive, qu'il s'agisse de se défendre contre quelqu'un ou de combattre autrui, on pensera d'abord et toujours au marabout ou au féticheur. Dans une entreprise, ce réflexe a des conséquences néfastes dans la mesure où la croyance aux forces occultes prend le pas sur l'éthique du travail et sur le mérite. Les anecdotes permettant d'illustrer ces situations sont nombreuses et aboutissent au constat suivant. Certaines personnes deviennent intouchables au bureau parce que tout le monde est convaincu qu'elles sont dotées de pouvoirs magiques conférés par des marabouts. Même en cas de malversation, de faute quelconque, les témoins auront peur de les dénoncer. Quant au chef, il hésitera longtemps avant de sévir. Conséquence pratique, la faute commise n'est pas sanctionnée, l'entreprise en fait les frais et l'impunité s'installe. À titre d'exemple, quand à l'heure de la descente, vous constatez parfois qu'un agent ne détenant aucune responsabilité particulière au sein de l'entreprise s'attarde dans les couloirs et pénètre par la suite dans le bureau ou dans la voiture du patron, ne vous posez pas trop de questions car il doit sûrement être dans les bonnes grâces de celui-ci pour une raison ou une autre. Certains vous diront que l'agent sert d'intermédiaire entre le patron et le marabout, ou le féticheur, s'il ne s'agit pas d'une affaire de femme. Lorsqu'un agent ne détenant aucune responsabilité particulière dans l'entreprise se rend à certaines heures au domicile du patron sans en être un parent, il est inutile de vous poser trop de questions,
car il est rare que cela soit pour des raisons de service, mais plutôt pour des raisons extra-professionnelles liées notamment à des intermédiations avec les marabouts. Le problème que cela pose est lié au fait que la plupart du temps, les agents concernés font savoir ce qu'ils représentent pour le chef afin qu'il soit craint et qu'aucun compte ne leur soit demandé. Ils se vantent d'avoir à la fois la protection du chef ainsi que celle du marabout. Généralement, ces types d'agents travaillent très peu ou pas du tout mais bénéficient tout de même de promotions dues au fait qu'ils s'occupent de la protection du patron auprès des marabouts. Il ressort donc que les forces occultes passent avant le mérite. Pour obtenir une promotion quelconque, il devient dès lors plus facile de s'accrocher aux forces transcendantales qu'aux vertus du travail, ce qui crée une démotivation et une lassitude au niveau du personnel. Cela joue naturellement sur la productivité en même temps que sur la communication, dans la mesure où le message du marabout devient prépondérant par rapport à celui de l'entreprise. 1.4 La chorocratie ou le grand frérisme. Du mot Bambara Koro qui signifie grand frère ou grande sœur, la chorocratie ou le grand frérisme traduit le respect de celui qui est plus âgé ou le droit d'aînesse. Ainsi, il est difficile parfois qu'un jeune responsable arrive à se faire respecter et écouter de certains agents plus âgés que lui. Du fait qu'ils sont plus âgés et plus anciens dans l'entreprise, ils ont tendance à minimiser le supérieur hiérarchique. En réponse à certaines instructions qu'ils donnent, les aînés peuvent réagir dans le registre. Oui, vous êtes le patron, mais nous sommes vos aînés et forcément on en sait beaucoup plus que vous. De telles attitudes acquises par l'éducation reçue à la base, bien que comportant des aspects positifs de cohésion sociale, ont des conséquences néfastes sur la communication en entreprise. Elles peuvent en effet constituer des éléments de blocage à une bonne communication. Exemple. Un jeune rédacteur en chef d'une radio a remarqué qu'un de ses collaborateurs appelé affectueusement tonton, par toute la rédaction compte tenu de son âge, était toujours absent lors des conférences de rédaction. Après avoir demandé à l'intéressé les motifs de ces absences répétées, celui-ci a attendu 1 mois avant de répondre ceci. C'est nous qui avons démarré cette radio au moment où vous n'étiez qu'un gamin. Actuellement, nous n'avons plus rien à apprendre et à attendre de quelqu'un. Nous avons fait tout ce que nous devions faire. Ne comptez donc pas sur moi pour vos conférences de rédaction et autres initiatives nouvelles. Moi, j'arrondis mes fins de mois par ailleurs au moment où vous déployez vos jeunes énergies. Mais cela, tu ne le comprendras que plus tard, lorsque tu vas te marier, que tu auras des enfants et que ton bébé va crier la nuit parce qu'il est malade au moment où tu n'as ni carburant dans le réservoir de ta voiture pour te déplacer, ni argent pour t'en procurer et encore moins acheter des médicaments, tu sauras pourquoi je suis absent des conférences de rédaction. Qu'il s'agisse de cet exemple ou d'autres cas similaires, certaines personnes, du fait qu'elles sont plus âgées, bloquent l'évolution du système de communication par des actes qui se manifestent soit par un refus de communiquer, soit par une attitude délibérée d'induire en erreur en donnant des fausses informations. L'ennui dans de tels actes est dû au fait que les intéressés sont persuadés qu'ils agissent dans le bon sens et qu'ils sont dans leur droit, celui de l'aînesse. 1.5 L'infériorité de la femme. En Afrique, bien que le rôle joué par la femme dans la société soit important, on retient généralement qu'elle ne tient pas la même position que l'homme. Ce dernier la considère trop souvent comme inférieure et à ce titre, rares sont ceux qui acceptent de se faire commander par elle. Les relations sont d'autant plus difficiles que la femme, sachant son autorité bafouée du fait de sa condition féminine, a tendance elle aussi à vouloir s'imposer par tous les moyens. Ce qui provoque parfois des maladresses de sa part et un sentiment de rébellion au niveau des exécutants. Pour certains hommes, le fait d'avoir une femme comme responsable est synonyme de dévalorisation voire de malheur. Quand c'est le cas, ils feront tout pour lui rendre la tâche difficile en refusant de lui obéir. Il n'est pas rare d'entendre des réflexions du genre « Madame, sachez que chez moi, je partage le lit avec une femme comme vous, et c'est elle qui m'obéit. » En résumé, le complexe de supériorité qu'affichent les hommes vis-à-vis des femmes et la difficulté pour les femmes de faire asseoir leur autorité sur les hommes constituent une pesanteur pour une bonne communication au sein de l'entreprise. Les préjugés, les appréhensions et les hostilités créent la méfiance, la lenteur et la mauvaise volonté dans l'exécution des instructions ainsi que la non-adhésion à la culture de l'entreprise. Bien que la situation de la femme se soit améliorée depuis quelques années,
il est indiqué d'en tenir compte car les mentalités ont la vie dure en ce qui concerne le changement. 1.6 La notion du temps. La notion du temps pour l'Africain se ramène à prendre son temps. Dans nos sociétés traditionnelles, ce temps est géré au rythme des événements sociaux, baptême, mariage, funérailles, récoltes et diverses autres cérémonies, ainsi qu'au rythme des astres, le soleil et la lune. Justement, cette considération partie intégrante de notre culture est incompatible avec la vocation et le bon fonctionnement d'une entreprise. Celle-ci, pour prospérer, a besoin de placer le facteur temps au cœur de sa préoccupation essentielle de rentabilité. C'est uniquement de cette manière qu'elle pourra accroître sa production, respecter ses engagements vis-à-vis de ses clients, payer à temps ses impôts et ses fournisseurs, faire des placements à temps, prévenir à temps les crises et s'organiser à temps pour gérer ses perspectives de développement. Vouloir faire comprendre à un Africain que le temps c'est de l'argent est une perte de temps. Non seulement il trouvera la démonstration inutile, mais en plus, il aura autour de lui des collègues pour l'encourager dans ce sens, culture oblige. Par exemple, on éprouve parfois d'énormes difficultés lorsqu'on doit communiquer rapidement à des journalistes de l'extérieur certaines informations dont ils ont besoin, et qu'on ne peut obtenir qu'auprès d'autres collègues. Il faut parfois beaucoup insister auprès de ces derniers qui ignorent tout des contraintes liées au bouclage d'un journal ou à la présentation d'une émission radio ou télévisée programmée à une heure fixe. En un mot, le temps importe peu pour eux. Il en est de même des réunions. Une réunion prévue pour 9 heures par exemple, peut démarrer avec 1 heure voire 2 heures de retard sans qu'on en soit scandalisé d'une manière générale en Afrique. Une réunion peut traîner en longueur sans mobile réel. On aime bien, civilisation de l'oralité oblige, se retrouver et échanger longuement sur des sujets de peu d'intérêt débordant du cadre de la rencontre. Lorsqu'on fixe un délai pour le dépôt d'un travail quelconque, il faut sans cesse relancer là où les personnes concernées sinon on est certain sauf dans de rares cas de ne pas obtenir à temps les résultats escomptés. Il est donc important de faire du suivi des tâches à accomplir une priorité au sein de l'entreprise, même si cela doit entraîner un nouveau recrutement ou demander un surcroît de travail à certains agents. Il ne faut pas oublier en effet que tout retard dans l'accomplissement d'une tâche joue sur le bon déroulement de la chaîne de communication et de rentabilité de l'entreprise. En Afrique, il est bien réel l'adage selon lequel la femme accouche d'un enfant mais la parole accouche de sa maman, ce qui rend les causeries interminables. Comme on peut le constater, la notion du temps vue sous l'angle africain constitue un facteur important à prendre en considération dans le cadre des activités de communication en particulier, et du management d'une entreprise en général. 1.7 La fatalité. Le fait de privilégier le destin, de considérer comme normal tout ce qui arrive, en bien ou en mal, est une attitude passive assez répandue chez les Africains. C'est ainsi qu'en face de certains événements malheureux pour lesquels il suffit d'un rien pour relever le défi, on croise les bras en se disant que c'est inutile d'insister parce que cela ne servira à rien. C'est le destin. Au nom de la fatalité, on cesse de chercher des solutions et on s'installe dans une position défaitiste. Quand il vous arrive parfois de faire des propositions permettant d'éviter certaines erreurs et d'améliorer l'existant, on vous traite de fou car on est persuadé que quoi que vous fassiez, vous ne changerez rien à la situation. Ce qui doit arriver, se produira choco, c'est-à-dire dans tous les cas. Certains n'hésiteront pas à dire « Ah, laissez-le, on en a vu bien d'autres avant lui et tous ont fini par se ranger ». Or, avec une telle mentalité, il est très difficile de créer les conditions du changement et de l'innovation. La pesanteur de la fatalité est telle que l'individu hésite beaucoup avant d'accepter de remédier à une situation quelconque. Cette attitude fataliste est nuisible au développement de la communication au sein d'une entreprise. Ces différents facteurs qui sont au cœur de la structuration de la culture africaine sont en même temps un frein au développement de la communication et du management d'une entreprise. 1.8 Le paternalisme. De par l'éducation qu'il reçoit, l'Africain est assez paternaliste. Chef d'entreprise, ministre ou président, il aime bien qu'on s'adresse à lui, pas seulement en tant que chef mais comme un bon papa protecteur. Puisqu'on parle d'entreprise, il n'est pas rare de constater dans la raison sociale de certaines d'entre elles une connotation paternaliste du genre société et fils,
Société N et Frères, etc. Jusqu'à une période récente en Afrique, combien de chefs d'État n'ont pas ajouté à leur inflation de titres honorifiques celui de père de la nation? Les agents les mieux notés ne sont pas toujours les meilleurs techniquement, mais plutôt ceux-là qui savent reconnaître au chef les honneurs dus à son rang de père de l'entreprise et de ses employés. À cette catégorie d'agents, les dirigeants refusent difficilement ce qu'ils demandent. Cela engendre tout naturellement des sentiments d'injustice et de frustration dans l'entreprise et crée des cloisonnements. Le paternalisme vu sous l'angle africain comporte des relents de féodalité d'un autre âge et constitue la plupart du temps un frein à une bonne gestion et à une bonne communication. 1.9 Le poids de la civilisation de l'oralité. Il n'est pas rare de voir des agents arriver en retard en réunion et dire « Ah, on ne m'a pas informé ». En fait, par information, l'intéressé entend plutôt que rien ne lui a été dit verbalement car en vérifiant, on se rend compte que le message avait été transmis par intranet ou par convocation écrite. L'Africain, baignant dans un environnement de tradition orale, accorde très peu d'importance à l'écrit. Il ne se sent en réalité concerné que lorsqu'il a entendu ou vu. Or, ceci est de nature à impacter sur la gestion du temps et de la communication. Il importe donc aujourd'hui de faire comprendre qu'au regard de l'avancée des nouvelles technologies, la communication en dehors du verbe dispose d'autres canaux auxquels il faut s'ouvrir pour être dans l'air du temps, communiquer autrement, davantage et mieux. 1.0 La notion de pauvreté. La vie est de plus en plus chère et la plupart des gens arrivent de nos jours à joindre à peine, comme l'on dit, les deux bouts. Bien que n'étant pas propre à Afrique, la pauvreté est très présente dans ce continent. À cela, il faut ajouter le fait que tous les agents d'une entreprise n'ont pas le même niveau d'information en ce qui concerne la gestion d'une entreprise. Au vu des voitures de luxe, des beaux bureaux et du comportement parfois peu élogieux de certains responsables, ils ne peuvent pas s'imaginer que l'entreprise n'est pas capable de tout à tout moment. Ils ignorent tout des notions de recettes, bénéfices et impôts à payer. Ils ne prennent en considération que ce qui est apparent, et considèrent à tort ou à raison que le fruit de leur travail est monopolisé sinon dilapidé par une poignée d'individus. Il est difficile à cette catégorie de personnes d'adhérer spontanément aux actions novatrices. Lorsqu'il vous arrive de faire des propositions dans le sens de l'innovation, certains vous répondront qu'un sac vide ne peut pas tenir debout. Autrement dit, c'est bien beau ce que vous dites, mais eux ne sont pas en mesure de suivre malgré leur bonne volonté dans la mesure où rien ne changera dans leur situation de gagne petits sous. Une telle mentalité constitue, à n'en pas douter, un frein au développement de la communication et du management de l'entreprise dans la mesure où elle empêche l'individu de donner le meilleur de lui-même. Il faut en tenir compte de plus en plus dans les initiatives nouvelles de développement de la communication de l'entreprise, d'autant que ces personnes sont des proies faciles pour tout mouvement contestataire apte à tirer les efforts d'innovation vers le bas. 2. Les atouts culturels favorables à un bon management et une bonne communication. S'il est vrai que l'Africain de par sa culture a un comportement qui ne favorise pas toujours la communication en entreprise, il n'en demeure pas moins qu'il possède des qualités culturelles voire des valeurs de civilisation, capable d'imprimer une dynamique nouvelle au développement de l'entreprise en Afrique. Au nombre de ces facteurs positifs, on peut citer la disponibilité, le sens de la discipline, de l'honneur, de la solidarité, la sociabilité, l'enthousiasme, le sens de la responsabilité, la politesse et l'obéissance, la notion de famille et l'esprit de groupe, la facilité de communication liée à la tradition de l'oralité et la confiance mutuelle, etc. Il ne sera pas nécessaire d'insister davantage sur l'ensemble des points ci-dessus évoqués qui, somme toute, revêtent un caractère général. Il serait par contre intéressant d'insister sur certains d'entre eux qui demeurent des traits culturels dominants ayant une portée significative et structurante. Il s'agit de la solidarité, de la notion de famille et l'esprit de groupe, le contrat de confiance et le sens de l'honneur, la politesse et l'obéissance ainsi que le respect et la considération. 2.1 La solidarité. L'Africain est de nature solidaire. Selon un proverbe africain, c'est par les hommes que l'homme vient au monde et quand il meurt, ce sont des hommes qui l'accompagnent à sa dernière demeure. Quoi donc de plus normal que l'Africain éprouve de la reconnaissance
et se sentent solidaires vis-à-vis des autres membres de sa communauté. De nos jours, combien d'Africains n'adhèrent-ils pas à un parti politique ou ne votent-ils pas pour tel candidat parce que le fils du village le leur a demandé? Cette culture de la solidarité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.